Au camp caritatif dans un bidonville sinistré, mon grand-père milliardaire a été stupéfait de découvrir que je vivais dans un abri temporaire. La question qui lui a glacé le sang fut celle-ci: où était passé mon fonds en fiducie de près de 3 millions d'euros? Je suis Léa Dubois, et voici le moment où ma vie entière a basculé. C'était juste un autre après-midi étouffant à l'abri caritatif de Nice. Des semaines après que la tempête a ravagé la ville, je distribuais des bouteilles d'eau et des conserves à des familles qui avaient tout perdu, portant le même vieux jean et le t-shirt donné dans lequel je vivais. Puis, cet homme plus âgé, vêtu d'un costume coûteux, s'est dirigé droit vers moi. Il semblait déplacé au milieu des tentes et des tables pliantes. Il n'a pas dit un mot au début, se contentant de me fixer comme s'il voyait un fantôme. Finalement, il m'a pris à part, loin de la foule, et m'a demandé à voix basse, la voix légèrement tremblante: « Avez-vous déjà reçu de l'argent de votre grand-père » Je me suis figé. Personne n'avait jamais mentionné un grand-père qui envoyait de l'argent. Les gens qui m'ont élevé après la disparition de mes parents m'avaient toujours dit qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi, qu'ils me reprochaient ce qui était arrivé à ma mère. Je lui ai dit que non. Je n'avais jamais reçu un seul euro. Son visage est devenu blême, comme s'il venait d'entendre la pire nouvelle possible. Cette seule question a tout changé. Car quelque part, un fonds en fiducie de près de 3 millions d'euros à mon nom avait disparu, et j'étais sur le point de découvrir qui l'avait pris. Si les personnes les plus proches de vous vous ont déjà menti, celles qui étaient censées vous protéger, laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi votre histoire. Jusqu'où quelqu'un de votre famille irait-il pour de l'argent? Appuyez sur le bouton j'aime. Si cette histoire vous a déjà accroché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous en activant les notifications. Ces histoires vraies méritent d'être racontées. Mais pour comprendre pourquoi cet homme a traversé toute la France depuis Paris juste pour me poser cette question, nous devons remonter à l'appel téléphonique qui a tout déclenché. Victor Lefebvre était assis seul dans son bureau d'angle au 78e étage d'une tour de verre à la Défense. La silhouette de Paris s'étendait au-delà des baies vitrées, mais il la remarquait à peine. Entre ses mains se trouvait un mince dossier en manie livré ce matin-là par un coursier, envoyé par un détective privé qu'il avait engagé sur une intuition des mois plus tôt. Il l'ouvrit slowly. Les premières pages étaient des rapports de vérification d'antécédents classiques. Puis vinrent les photographies. La jeune femme sur les photos avait une peau mate et chaude et des cheveux naturels et épais, ramenés en une queue de cheval pratique. Elle portait un jean délavé et un simple t-shirt gris avec le logo d'une organisation de secours locale. Sur une photo, elle tendait une bouteille d'eau à un homme âgé assis sur un lit de camp. Sur une autre, elle organisait des boîtes de vêtements données sur une longue table sous une tente blanche. Son visage montrait de l'épuisement, mais il y avait une détermination tranquille dans ses yeux qui serra la poitrine de Victor. Léa Dubois, sa petite fille. Le résumé du détective était direct. Après que la récente tempête a frappé la Côte d'Azur, Léa séjournait dans un abri temporaire géré par une œuvre de charité dans la région de Nice. Elle n'était pas seulement de passage, elle y faisait du bénévolat de longues heures chaque jour. Le rapport notait qu'elle n'avait aucun bien personnel significatif enregistré à son nom, aucun compte bancaire actif avec des soldes substantiels, et aucune propriété. Pendant ce temps, la maison familiale dans une banlieue confortable de Nice avait déjà été réparée et réoccupée par la tutrice légale et sa fille cadette. Victor s'adossa dans son fauteuil en cuir, le dossier posé sur le bureau en acajou. Il avait toujours supposé que le fonds en fiducie qu'il avait créé il y a 19 ans était utilisé correctement. 10 000 euros déposés chaque mois sans faute, totalisant bien plus de 3 millions d'euros à ce jour. Le compte était au nom de Léa, mais en tant que sa tutrice légale après la mort de Patrick, Diane Lemoine avait pleine autorité pour retirer des fonds pour les frais de subsistance, l'éducation, les soins médicaux, tout ce qui concernait l'éducation de l'enfant. Les avocats lui avaient assuré que l'arrangement était standard et protégé. Il avait signé les papiers dans un brouillard de chagrin peu après le décès de Françoise des suites de complications lors de l'accouchement. À l'époque, s'occuper d'un nouveau-né tout en dirigeant un empire immobilier semblait impossible. Quand Patrick s'est remarié quelques années plus tard et que Diane a donné naissance à Chloé, cela semblait être la solution parfaite, un foyer stable avec une nouvelle famille. Victor se frotta les tempes. Il n'avait jamais insisté pour obtenir des rapports de dépenses détaillés. Un bref courriel ou une carte de vœux de Diane chaque année suffisait à apaiser sa conscience. Elle écrivait toujours que Léa allait bien, s'adaptait bien, se concentrait sur ses études.
Il l'avait cru parce que croire était plus facile que d'affronter l'alternative. Maintenant, les photographies racontaient une histoire différente. Une jeune femme de 19 ans dormant sur un lit de camp dans le gymnase d'un refuge transformé en logement temporaire. Pas de vêtements de marque, pas de voiture, aucun signe de la sécurité financière qu'il pensait avoir fournie. Il prit son téléphone et appela le détective, Marc Harel, un ancien inspecteur de Nice avec qui il avait travaillé sur des affaires de diligence raisonnable immobilière. « Redites-moi pourquoi elle est toujours là-bas » dit Victor sans saluer. La voix de Marc était calme, professionnelle. La résidence de la tutrice a été endommagée mais réparée en quelques semaines grâce à l'assurance et à des fonds personnels. La fille cadette est rentrée immédiatement. Léa a choisi de rester pour aider aux efforts de secours. Elle a dit au personnel qu'elle a l'habitude de se débrouiller seule. La prise de Victor sur le téléphone se resserra. A choisi de rester ou n'a pas eu le choix. C'est plus difficile à confirmer sans accès direct, répondit Marc. Pas de rapport de police, pas de plainte formelle. Tout semble en règle sur le papier. Victor le remercia et raccrocha. Il ouvrit de nouveau le dossier, se dirigeant vers les relevés de virements bancaires qu'il avait demandés en pièces jointes. Les dépôts étaient tous là, mensuels, automatiques, jamais manqués. Mais il n'y avait aucun relevé correspondant montrant comment l'argent avait été dépensé. Les documents de la fiducie accordaient à la tutrice une large discrétion, pour le bénéfice du bénéficiaire. Il avait fait confiance à cette formulation. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains jointes dans le dos. La scène scintillait loin en contrebas. Il pensa à Françoise, à son rire, à sa détermination obstinée à devenir enseignante malgré ses offres de payer ses études de médecine. Elle avait épousé Patrick Lemoine, un entraîneur de lycée avec un emploi stable et de grands rêves de famille. Puis l'accident avait emporté Patrick quand Léa avait 15 ans. Victor avait envoyé des fleurs, légèrement augmenté le dépôt mensuel, et accepté les assurances de Diane que tout était sous contrôle. Maintenant, le doute s'insinuait comme un air froid à travers une fenêtre fissurée. Pas encore une accusation, juste des questions. Pourquoi aucune épargne universitaire visible? Pourquoi aucune voiture au nom de Léa? Pourquoi portait-elle encore des vêtements donnés? Victor retourna à son bureau et réserva le premier vol en première classe pour Nice. Partant ce soir-là, il imprima une petite sélection des documents de la fiducie et des confirmations de virement. Rien de trop agressif, juste assez pour entamer une conversation. Il dit à son assistante de dégager son agenda pour les prochains jours, invoquant une « affaire personnelle ». Alors que la voiture privée le conduisait à travers le trafic de Paris vers l'aéroport Charles de Gaulle, Victor regarda à nouveau les photographies sur sa tablette. Le sourire de Léa sur une image lui rappelait douloureusement Françoise au même âge. Il avait déjà manqué tant de choses. Quelle que soit la vérité, il avait besoin de l'entendre directement d'elle. Le vol vers le sud dura moins de 2 heures. Au moment où l'avion atterrit à Nice, la nuit était tombée, et l'air humide portait le léger parfum de la terre trempée par la pluie. Victor s'enregistra dans un hôtel tranquille près de l'aéroport, prit une douche et dormit d'un sommeil agité. Tôt le lendemain matin, il loua une berline banale sans chauffeur, sans marque de luxe et se conduisit lui-même vers l'adresse que Marc avait fournie pour le refuge. Le trajet le fit traverser des quartiers qui portaient encore les cicatrices de la tempête, des bâches bleues sur les toits, des tas de débris sur les trottoirs, des arbres abattus découpés à la tronçonneuse. Il se gara à un pâté de maison et parcourut le reste de la distance à pied, le dossier sous le bras. Le refuge occupait le gymnase d'un centre communautaire, des tentes blanches érigées sur le parking pour le surplus. Des bénévoles en gilet vif dirigeaient la circulation. Victor ajusta sa cravate, soudain conscient de l'incongruité de son costume sur mesure. Il franchit la clôture en grillage, le cœur battant plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. Victor franchit le portail en grillage pour entrer dans le parking bondé du centre communautaire transformé en refuge. Le soleil de la Côte d'Azur tapait sans relâche, rendant l'asphalte brûlant sous ses chaussures cirées. Des bâches bleues claquaient au-dessus des structures temporaires, et l'air portait un mélange d'odeurs de nourriture grillée provenant d'un barbecue de bénévoles et de la légère humidité persistante du sol détrempé par la tempête. Une femme vêtue d'un gilet rouge de bénévole s'approcha de lui près de l'entrée. Son badge indiquait « Madame Hélène Lebrun, directrice du site ». Elle avait des yeux bienveillants encadrés de rides de fatigue et un presse-papier à la main. « Puis-je vous aider, monsieur » demanda-t-elle, évaluant son costume avec une curiosité polie.
Victor s'éclaircit la gorge. Je cherche Léa Dubois. Je crois qu'elle est bénévole ici. Madame Lebrun hocha la tête sans hésitation. C'est l'une de nos meilleures aides. Suivez-moi. Elle le conduisit par une porte latérale dans le bâtiment principal. Le couloir était étroit, bordé de boîtes empilées de couches et de produits de nettoyage. Des voix résonnaient depuis le gymnase en face, des enfants qui riaient, des adultes qui se coordonnaient en français et en anglais. Une odeur de café et d'eau de javel flottait dans l'air. Ils débouchèrent dans le grand espace ouvert où des rangées de tables pliantes avaient été installées pour la distribution. Des familles attendaient patiemment en file. Des bénévoles triaient des conserves et des trousses d'hygiène. Léa se tenait à une table, guidant une jeune mère avec 2 petits-enfants dans le processus de sélection. Elle indiquait les tailles des vêtements pour enfants, sa voix douce et patiente malgré la fatigue évidente de sa posture. Ses cheveux étaient attachés en arrière, quelques mèches s'échappant autour de son visage. Elle portait un simple short cargo et un t-shirt fourni par le refuge, les manches retroussées alors qu'elle soulevait une boîte de lait maternisé. Victor s'arrêta au bord de la pièce, l'observant pendant plusieurs minutes. La façon dont elle s'agenouillait pour parler aux enfants à hauteur des yeux, le doux sourire qu'elle offrait à la mère, cela remua quelque chose de profond et de douloureux en lui. Finalement, il s'avança. Léa leva les yeux alors qu'il approchait, son expression passant de concentrée à poliment prudente. « Excusez-moi, dit Victor doucement. Êtes-vous Léa Dubois ?» Elle se redressa, s'essuyant les mains sur son short. « Oui, c'est moi. Est-ce que je vous connais ?» Il hésita, cherchant les mots justes. « Mon nom est Victor Lefebvre. Je suis votre grand-père. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Les yeux de Léa s'écarquillèrent légèrement, mais elle ne sourit pas. Au lieu de cela, elle jeta un coup d'œil à la pièce animée, puis fit un signe de tête vers un coin plus calme près des portes de sortie. « Parlons là-bas, dit-elle en montrant le chemin. Il se tenait dans le couloir ombragé à l'extérieur du gymnase. Léa croisa les bras, pas hostile mais clairement sur ses gardes. Victor sortit son téléphone et lui montra une vieille photo de Françoise à 19 ans, debout sur une plage. Riant, le poignet tourné juste assez pour révéler une petite tache de naissance en forme de cœur. « Votre mère avait cette marque sur son poignet gauche, dit-il doucement. Vous avez la même. » Léa baissa les yeux sur son propre poignet instinctivement, puis le regarda de nouveau. Son expression s'adoucit d'une fraction, mais la méfiance demeurait. « Personne ne m'a jamais parlé d'une tache de naissance, dit-elle. Diane ne vous a jamais mentionné du tout, sauf pour dire que vous ne vouliez rien avoir à faire avec nous après la mort de maman. » Victor sentit les mots comme un coup de poing. Il garda une voix stable. « J'aimerais vous expliquer, si vous me le permettez. Peut-être autour d'un dîner ce soir. Il y a un restaurant tranquille à mon hôtel, tout près. » Léa l'étudia un long moment. Des bénévoles passaient en transportant des boîtes, jetant des regards curieux. Elle se balança d'un pied sur l'autre, pesant clairement ses options. « J'ai un autre service jusqu'à 18h, dit-elle finalement. Je peux vous retrouver à 19h, mais seulement pour 1 heure. Je dois être de retour ici tôt demain. » Victor hocha la tête avec gratitude. « C'est plus que juste. J'enverrai une voiture si vous le souhaitez, ou je vous retrouverai où que vous soyez à l'aise. Je trouverai mon propre chemin, répondit-elle fermement. Envoyez-moi l'adresse par message. Il lui donna son numéro, et elle le tapa dans son téléphone basique. Puis elle retourna à sa table sans un mot de plus, reprenant son travail comme si la conversation avait été une routine. Victor retourna à sa voiture de location, hébété. Le bref échange lui en avait dit plus que n'importe quel rapport. Le ton gardé de Léa, la manière dont elle avait mentionné Diane si factuellement, brossait un tableau de distance auquel il ne s'attendait pas. Il se rendit dans un café voisin pour attendre la fin de l'après-midi, commandant un café noir qu'il goûta à peine. Son esprit rejouait le détail de la tache de naissance. Il l'avait choisi délibérément, quelque chose que seule la famille connaîtrait, quelque chose que Diane n'aurait pas pu fabriquer facilement. La réaction de Léa confirmait qu'elle n'en avait jamais entendu parler auparavant. À 19h, il était assis à une table d'angle dans le restaurant de fruits de mer de l'hôtel, surplombant la mer. L'endroit était sobre, avec des nappes blanches et un éclairage doux. Il était arrivé en avance, le dossier laissé dans la chambre cette fois.
Léa apparut à l'entrée pile à l'heure, s'étant changée pour un jean propre et un chemisier simple, toujours pratique, rien d'extravagant. L'hôtesse la conduisit à sa table. « Merci d'être venue, » dit Victor alors qu'elle s'asseyait. Elle hocha la tête, acceptant un verre d'eau. « J'ai failli ne pas venir. Mais cette histoire de tache de naissance m'a rendue curieuse. » Ils commandèrent des repas légers, du poisson grillé pour lui, une salade pour elle. La conversation commença lentement. Victor lui posa des questions sur sa journée au refuge. « Ça me tient occupé, » dit-elle. Après la tempête, Diane a dit que les réparations de la maison prendraient plus de temps et que l'espace était restreint avec les entrepreneurs qui allaient et venaient. Elle m'a suggéré de rester et d'aider ici, puisque je connais beaucoup de familles du quartier. Victor écouta attentivement, notant la façon dont elle formulait les choses. Suggérer, pas insister. Pas d'amertume encore, juste de l'acceptation. « Et Chloé ?» demanda-t-il doucement. Léa haussa les épaules. Elle est rentrée à la maison dès que l'école a repris. Elle a ses activités, de nouveaux vêtements pour l'année. Elle me traite toujours de paresseuse parce que je reste ici plus longtemps. La manière désinvolte dont elle dit cela brisa un peu plus le cœur de Victor. Il évita les questions d'argent, se concentrant plutôt sur Françoise. « Votre mère voulait enseigner à l'école primaire, » dit-il. Elle faisait du bénévolat dans des programmes périscolaires, même à l'université. Les yeux de Léa s'illuminèrent d'un intérêt sincère. « Je ne savais pas ça. Diane n'a jamais vraiment parlé d'elle. » Ils s'attardèrent sur le café. Léa posa quelques questions prudentes sur l'enfance de Françoise, écoutant attentivement les histoires de voyages à la plage et de dîners de fête. Victor garda un ton léger, évitant tout ce qui pourrait la submerger. Alors que l'heure s'écoulait, Léa vérifia son téléphone. « Je devrais rentrer. » Victor se leva. « Merci de m'avoir fait confiance jusqu'ici. J'aimerais continuer à parler, si vous êtes d'accord. » Elle s'arrêta à la table. « Peut-être. Une chose à la fois. » Il la regarda partir, marchant vers l'arrêt de bus dans l'air chaud du soir. De retour dans sa chambre, Victor s'assit sur le balcon, surplombant la mer sombre. Le court dîner lui avait posé plus de questions que de réponses, mais aussi un fragile fil de connexion. Léa ne s'était pas enfuie. Elle avait écouté. C'était suffisant pour l'instant. Les grandes fenêtres du restaurant encadraient la Méditerranée sombre au-delà, les vagues à peine visibles sous le clair de lune. Victor et Léa étaient assis à leur table d'angle, les assiettes écartées, les restes du dîner refroidissants. Il avait attendu que le serveur remplisse leur verre d'eau avant de fouiller dans sa mallette. Il posa un mince dossier sur la table et l'ouvrit sur une page de résumé imprimé. « C'est quelque chose que j'ai emporté avec moi depuis mon arrivée, » dit-il doucement. Léa se pencha en avant, curieuse mais toujours réservée. La page montrait une colonne de dates s'étendant sur des années, chacune avec un montant de virement, 10 000 €, mois après mois. « Ce sont des dépôts que j'ai faits dans un fonds en fiducie créé à votre nom juste après le décès de votre mère, » expliqua Victor. Le total a largement dépassé les 3 millions d'euros maintenant. C'était censé tout couvrir, l'éducation, les frais de subsistance, tout ce dont vous aviez besoin en grandissant. Léa fixa les chiffres, sa fourchette oubliée dans sa main. Elle traça une ligne avec son doigt comme pour vérifier si le papier était réel. Je n'ai jamais vu ça avant. Personne ne m'a jamais parlé d'un fonds en fiducie. Victor hocha lentement la tête, gardant un ton neutre. Quand votre père s'est remarié et que Diane est devenue votre tutrice légale, le compte lui permettait de retirer des fonds pour des dépenses raisonnables liées à votre éducation. Des choses comme le logement, la nourriture, l'école, c'est la norme en vertu de la loi française pour les mineurs. Il n'ajouta aucune accusation, seulement des faits. Le front de Léa se plissa tandis qu'elle assimilait l'information. Donc tout cet argent. Il était censé être pour moi. C'était l'intention, répondit Victor. J'ai fait confiance au système, et aux personnes dans votre vie, pour l'utiliser correctement. Léa se rassit, joignant les mains sur ses genoux. La surprise dans ses yeux se transforma en quelque chose de plus complexe, de la confusion mêlée à une douleur silencieuse. Il sortit son téléphone et composa un numéro enregistré sous « David Klein, avocat ». L'appel fut rapidement établi. « David, c'est Victor. Je suis avec Léa maintenant.
J'ai besoin que vous fassiez une recherche complète sur l'activité récente de la fiducie, le retrait, virement, tout ce qui date des 5 dernières années au moins. Donnez la priorité au plus important. La voix de David se fit entendre clairement sur le haut-parleur, professionnel et calme. Je peux commencer à extraire les relevés ce soir, mais un examen jury comptable détaillé prendra quelques jours. J'aurai besoin d'une autorisation signée de votre part et, idéalement, de Léa une fois que nous aurons confirmé son accès. Victor regarda de l'autre côté de la table. Léa fit un petit signe de tête. Nous réglerons ça demain, dit Victor. Tenez-moi au courant. Il mit fin à l'appel et rangea le téléphone. Le silence s'installa un instant, rompu seulement par le cliquetis lointain de la cuisine. Léa parla la première, la voix basse. Après l'accident de papa, j'avais 15 ans. Les choses ont changé à la maison. Diane a commencé à se concentrer davantage sur Chloé. Des nouveaux vêtements pour elle, de meilleures écoles, des cours de danse. On m'a dit de participer davantage, de prendre des petits boulots dans les magasins locaux pour couvrir mes propres affaires. Victor écouta sans interrompre, son café intact. Elle disait que ça forgeait le caractère, continua Léa. Chloé a aussi compris le truc. Des petites remarques sur le fait que je n'avais pas besoin de grand-chose de toute façon. Je me suis dit que c'était comme ça après avoir perdu papa. L'argent était devenu rare pour tout le monde. Elle haussa les épaules, mais le mouvement portait des années d'acceptation silencieuse. Victor sentit le poids de tout cela s'installer dans sa poitrine. Il avait envoyé ses dépôts religieusement, convaincu qu'il soulageait son absence. J'aurais dû demander plus de nouvelles, dit-il finalement. J'ai laissé la distance devenir une excuse. Léa croisa son regard. Pourquoi n'êtes-vous pas venu ou n'avez-vous pas appelé? La question était directe, pas colérique, juste en quête de réponse. Victor expira lentement. Le chagrin nous fait faire des choses étranges. Perdre Françoise a brisé quelque chose en moi. Je me suis jeté dans le travail, je me suis dit que l'argent était ma façon de subvenir à ses besoins. Diane envoyait des photos et des notes occasionnelles disant que vous alliez bien. Je n'ai pas insisté parce qu'affronter la vérité semblait plus difficile que de signer des chèques. Il plongea de nouveau la main dans le dossier et en sortit une petite photo imprimée, Françoise sur une jetée, un carnet de croquis à la main, dessinant la mer au coucher du soleil. Votre mère adorait peindre l'eau, dit-il. Elle restait assise pendant des heures à capturer comment la lumière changeait sur les vagues. Elle disait que ça la faisait se sentir connectée à quelque chose de plus grand. Léa prit la photo avec précaution, étudiant l'expression concentrée de sa mère. Un léger sourire effleura ses lèvres. J'ai toujours aimé dessiner des horizons, admit-elle. Je n'ai jamais su d'où ça venait. Ils parlèrent plus longtemps que prévu. Léa partagea de petits souvenirs de Patrick entraînant au football le week-end, lui apprenant à changer un pneu. Victor lui rendit l'appareil avec des histoires sur l'entêtement de Françoise, comment elle avait insisté pour payer ses propres études universitaires. Alors que le restaurant se vidait autour d'eux, Léa jeta un coup d'œil à sa montre. Je devrais prendre le dernier bus pour rentrer. Victor fit signe pour l'addition. Laissez-moi vous conduire. C'est la moindre des choses. Elle hésita, puis accepta. Le trajet jusqu'au refuge fut silencieux, les lumières de la ville se reflétant sur les rues mouillées qui séchaient encore d'une pluie antérieure. Quand ils s'arrêtèrent, Léa fit une pause à la portière de la voiture. C'est beaucoup à digérer, dit-elle. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, répondit Victor. Je serai là. Elle hocha la tête et sortit, disparaissant dans l'entrée éclairée. Victor la regarda jusqu'à ce que la porte se referme derrière elle, puis retourna à l'hôtel. Dans sa suite, il se tint de nouveau à la fenêtre, fixant la mer sombre. Les dossiers partiels reposaient sur le bureau, preuve de son intention mais aucune preuve encore du résultat. L'examen de David clarifierait les choses bientôt. D'ici là, le doute persistait, mêlé à un espoir prudent né de la conversation du soir. Le téléphone de Victor vibra sur le bureau de l'hôtel pendant qu'il consultait ses courriels. L'identifiant de l'appelant affichait David Klein. Il répondit immédiatement. J'ai le rapport préliminaire, dit David, sa voix posée. Plusieurs retraits importants au cours des dernières années, étiquetés comme dépenses familiales et frais de scolarité pour personnes à charge au foyer.
Rien d'illégal en apparence. Les tuteurs ont une certaine latitude pour ce genre de choses, mais les montants sont substantiels, et la plupart des documents sont liés à des frais de scolarité d'écoles privées et à des activités extrascolaires qui ne correspondent pas au dossier de Léa. Victor se pencha en avant. Substantiel à quel point? Des virements à 6 chiffres multiples. J'ai besoin de plus de temps pour les factures des fournisseurs et l'imagerie bancaire pour voir les dépenses exactes. Cela pourrait être légitime, ou cela pourrait être une interprétation très large de la notion de bénéfice du bénéficiaire. Continuez à creuser, ordonna Victor tranquillement. Il mit fin à l'appel et fixa la vue sur la mer, son esprit en ébullition. Les étiquettes semblaient assez raisonnables sur le papier, les tuteurs couvraient souvent les frais du ménage lorsqu'ils élevaient plusieurs enfants. Mais les photographies du refuge persistaient dans ses pensées. Il décida de tâter le terrain lui-même. Il composa le numéro de la maison qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Diane répondit à la 3e sonnerie, chaleureuse et surprise. « Victor, ça fait une éternité. Comment allez-vous ? » « Je suis sur la Côte d'Azur, en fait, dit-il d'un ton égal. Je suis descendu après avoir entendu parler des dégâts de la tempête. Comment tout le monde s'en sort ? On se débrouille, répondit-elle. Les réparations sont presque terminées. L'assurance a couvert une grande partie. Et Léa, demanda-t-il. Est-elle déjà rentrée à la maison ? Diane hésita juste une fraction de seconde. Elle est toujours au centre communautaire pour aider. Vous savez comment elle est, toujours à vouloir donner un coup de main. Nous avons des ouvriers qui terminent l'aile des invités, donc c'est un peu juste ici. Elle a insisté pour rester et faire du bénévolat. Une voix plus jeune se fit entendre en arrière-plan. Maman, c'est qui ? Diane rit légèrement. C'est ton grand-père, Chloé. Dis bonjour. Chloé prit la ligne, vive et joyeuse. Salut. Léa adore faire de la charité. Elle est super à fond là-dedans. J'ai mes partiels qui arrivent, donc je suis follement occupé avec l'école. Victor garda un ton amical. On dirait que vous êtes toutes les deux bien occupées. J'adorerais passer voir la maison quand ce sera possible. Bien sûr, dit Diane rapidement. Dites-nous simplement quand. Nous serions ravis de prendre de vos nouvelles. Ils échangèrent quelques autres amabilités avant de raccrocher. Victor reposa lentement le téléphone. L'inquiétude de Diane avait semblé sincère. Le bavardage de Chloé, typique d'une adolescente. Pourtant, quelque chose clochait, comme un script récité trop parfaitement. Il retrouva Léa plus tard cet après-midi-là dans un café tranquille près du refuge. Elle arriva dans des vêtements propres empruntés au don, les cheveux encore humides d'une douche rapide. Il lui raconta l'appel mot pour mot, observant sa réaction. Léa remua son thé glacé, fronçant légèrement les sourcils. C'est à peu près comme ça qu'elle l'explique toujours. J'ai choisi de rester parce que je voulais aider et que la maison n'est pas prête. Mais les réparations, insista doucement Victor. Elle haussa les épaules. Ils ont terminé les zones principales il y a des semaines. Diane a dit que les travaux supplémentaires seraient bruyants, qu'il valait mieux pour moi d'éviter la poussière. Victor hocha la tête, laissant l'information s'imprégner. Léa continua sans qu'on le lui demande. Les commentaires de Chloé ne me surprennent pas. Elle a eu de nouveaux ordinateurs portables et des tenues de danse pendant que je me contente de vêtements de seconde main. Diane dit que c'est parce que les activités de Chloé coûtent plus cher. Je me suis dit que c'était juste. Sa défense de Diane sortit automatiquement, des années d'habitude. Victor entendit la loyauté persistante dans sa voix, l'enfant qui espérait encore les quitter. Il est possible que tout soit en règle, dit-il prudemment. David vérifie juste les retraits de routine, les plus importants pour les frais de ménage et de scolarité. Léa leva brusquement les yeux. Frais de scolarité ? Je suis allé au lycée public après la mort de papa. C'est Chloé qui est à l'Institut Fénelon en ville. Victor n'insista pas davantage. La graine du doute était plantée. La forcer maintenant ne ferait que la faire se replier. Ils changèrent de sujet. Léa parla des bénévoles qu'elle avait rencontrés. Des familles qui reconstruisaient leur vie. Des enfants excités par les jouets donnés. Victor partagea une histoire inoffensive sur Françoise organisant des collectes de charité au lycée. La conversation coulait plus facilement qu'auparavant,
de petits ponts se formant. Alors qu'ils se séparaient devant le café, Léa s'arrêta. « Merci de ne pas avoir supposé le pire tout de suite. C'est beaucoup à assimiler. »« Je ne suppose encore rien, » l'assura Victor. « Nous attendrons les faits. » Elle hocha la tête et retourna au refuge. Victor la regarda partir, puis retourna à l'hôtel. Ce soir-là, il examina les résumés préliminaires que David avait envoyés par courriel. Les postes de dépenses pour les « frais de scolarité » correspondaient au relevé de frais de scolarité d'une école préparatoire d'élite. Le nom de Chloé figurait sur chaque facture. Les « dépenses familiales » comprenaient des rénovations de maisons et des achats de véhicules enregistrés uniquement au nom de Diane. C'était encore circonstanciel. Les tuteurs pouvaient targuer de bénéfices partagés. Victor ferma l'ordinateur portable. Une confrontation trop précoce risquait de pousser Diane à se mettre sur la défensive ou, pire, à faire de l'obstruction juridique. Il envoya un message à Léa, « Bonne nuit », en gardant un ton léger. Elle répondit par un simple emoji pouce en l'air. Le sommeil vint lentement. Victor resta éveillé, écoutant le trafic lointain, pesant son prochain mouvement. Une visite directe à la maison semblait inévitable, mais le moment était crucial. Il avait besoin que Léa soit de son côté, pas prise entre deux feux. Le doute s'était approfondi, mais la certitude restait hors de portée. La berline de location s'engagea dans l'allée circulaire de la résidence Lemoine, dans une banlieue sécurisée de Nice. La maison était une construction moderne en stuc de 2 étages, avec une peinture fraîche et des palmiers bien entretenus. Aucun signe visible des dégâts de la tempête ne subsistait. Victor se gara derrière le discret VUS gris de David Klein. Léa était assise sur la banquette arrière, les mains jointes et serrées sur ses genoux. David se tourna depuis le siège passager avant. « Souvenez-vous, nous sommes ici pour poser des questions, pas pour accuser ouvertement. Laissez les documents parler d'eux-mêmes. » Victor hocha la tête. Ils sortirent dans l'air chaud du matin. Léa hésita avant de suivre, lissant sa simple robe d'été. Diane ouvrit la porte presque immédiatement, un large sourire accueillant sur le visage. « Victor, vous êtes là. Et Léa, ma chérie, c'est bon de te voir. » Elle serra brièvement Léa dans ses bras, puis les fit entrer. Le hall d'entrée donnait sur un salon spacieux avec de hauts plafonds, de nouveaux meubles en cuir et des œuvres d'art abstraits sur les murs. Chloé apparut en haut des escaliers, vêtue de leggings de marque Hédin-Aucourt, téléphone à la main. Elle descendit avec grâce, affichant un sourire poli. « Bonjour, grand-père. »« Salut, sœurette. » Victor lui rendit son salut d'un ton égal. Ils s'installèrent dans le salon, Diane et Chloé sur le long canapé, Victor et David dans des fauteuils, Léa sur une chaise d'appoint, légèrement à l'écart. Diane proposa du café, que David accepta pour tout le monde afin de maintenir une atmosphère civile. Pendant que les tasses étaient servies, Victor posa un épais dossier sur la table basse en verre. « Merci de nous recevoir », commença-t-il. « J'ai examiné les relevés du fonds en fiducie avec David. Il y a quelques anomalies que j'espère que vous pourrez éclaircir. » Le sourire de Diane resta en place. « Bien sûr. Tout ce que je peux faire. » Victor ouvrit le dossier sur un résumé surligné. Le fonds en fiducie pour Léa a reçu plus de 3 millions d'euros en dépôt depuis sa création, mais les retraits récents ne semblent pas correspondre à son bénéfice direct. Il fit glisser la page vers elle. Diane y jeta un coup d'œil, l'expression calme. « Ce sont des dépenses familiales normales, » dit-elle doucement. « Élever 2 filles, ce n'est pas donné. Les réparations du toit après la tempête, les factures, les courses. Nous partagions toute la maison. » David se pencha en avant. Les étiquettes indiquent frais de scolarité pour personnes à charge et entretien du ménage. Pouvez-vous nous détailler certains des plus importants? Absolument, acquiesça Diane. Les frais de scolarité de Chloé à l'Institut Fénelon sont de 45 000 € par an. Les compétitions de danse, le tutorat. Tout ça s'additionne. Chloé intervint d'un ton enjoué. Et le voyage à Aruba au printemps dernier était incroyable. Maman a dit que c'était bon pour resserrer les liens familiaux après tout le stress de la tempête. Léa s'agita sur sa chaise, les yeux légèrement écarquillés. Victor garda un visage neutre. David tourna une autre page. Ce retrait de 60 000 €,
classé comme rénovation de la maison. Les factures de l'entrepreneur sont au nom de Chloé pour sa suite parentale. Diane fit un geste de la main. C'était pour tout l'étage. Léa avait sa chambre aussi. Mais Léa n'a pas vécu ici à plein temps depuis des mois, souligna David calmement. Et cet achat de véhicule, enregistré uniquement à votre nom? Le sourire de Diane se crispa. Voiture de société pour les courses. Cela profitait à tout le monde. Chloé faisait défiler son téléphone d'un air distrait. Léa n'a jamais voulu de trucs chics de toute façon. Elle a toujours été plus basique. Le mot resta en suspens dans l'air. Les joues de Léa rougirent, mais elle resta silencieuse. Victor parla pour la première fois depuis que les documents avaient été sortis. Le fonds en fiducie a été créé spécifiquement pour l'avenir de Léa. La loi française autorise les tuteurs à engager des dépenses raisonnables, mais la majeure partie doit bénéficier aux bénéficiaires désignés. Ces relevés ne montrent presque rien directement pour elle. Aucune contribution à un fonds universitaire, aucun compte personnel, aucun achat majeur à son nom. Diane se redressa. Je l'ai élevée depuis qu'elle est toute petite. Des vêtements, de la nourriture, un toit, c'est un bénéfice suffisant. L'argent a permis de faire tourner la maison. David produisit d'autres pages, des factures de vacances en Europe, de bijoux, d'installation d'une piscine. Celle-ci ne mentionne Léa nulle part. Le sang-froid de Diane se fissura légèrement. Des erreurs bancaires, ça arrive. Ou peut-être que les avocats ont mal étiqueté les choses. Chloé leva les yeux de son téléphone, sentant la tension. Maman a tout fait pour nous deux. Léa ne voulait juste pas les mêmes choses. Elle ne s'est jamais plainte de ne pas avoir de nouveaux vêtements. Léa parla enfin, la voix posée. Je ne me suis pas plainte parce que je pensais que nous n'en avions pas les moyens. Diane lui lança un regard acéré. On s'en sortait très bien. Le ton de Victor resta égal. Où est passé le fonds en fiducie de 3 millions d'euros de Léa, Diane? La question tomba lourdement. Les yeux de Diane passèrent d'un visage à l'autre. Il a servi à élever ma famille, dit-elle, la voix montant. Françoise a tout eu sur un plateau, des parents riches, un mari parfait. Quand elle est morte, soudain il y avait tout cet argent pour son enfant. J'ai dû faire en sorte que ça fonctionne pour tout le monde. Maman, fronça les sourcils Chloé. Diane continua, les mots dévalant plus vite. Pourquoi un seul enfant devrait-il avoir des avantages? Chloé méritait aussi des opportunités. David ferma le dossier. Ces schémas suggèrent un détournement intentionnel de fonds destinés à Léa. Cela relève de l'abus de confiance. Diane se leva brusquement. Vous déformez les choses. C'est moi qui suis resté, qui me suis sacrifié. Victor regarda Léa, qui croisa son regard avec une résolution tranquille. David sortit dans le couloir et passa un appel. Des policiers en uniforme arrivèrent en quelques minutes, la police locale répondant à une fraude financière signalée, document à l'appui. Les protestations de Diane devinrent plus fortes alors qu'ils expliquaient la procédure d'arrestation. « Vous ne pouvez pas faire ça chez moi », s'exclama-t-elle. Chloé laissa tomber son téléphone, les yeux écarquillés. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Diane se tourna vers sa fille, le visage se décomposant. « C'est un malentendu, mon bébé. Appelle notre avocat. » Les policiers passèrent les menottes à Diane, gentiment mais fermement, en lui lisant ses droits. Elle se tut, fixant le sol alors qu'il la faisait sortir. Chloé la suivit jusqu'à la porte, regardant la voiture de police s'éloigner, la confusion se transformant en choc. Léa resta assise, la respiration mesurée. Victor posa une main sur son épaule. David rassembla les documents. Nous aurons besoin de copies pour le dossier. Chloé se retourna, la voix tremblante. C'est de la folie. Maman ne volerait pas. Mais les preuves éparpillées sur la table racontaient une autre histoire. Victor guida Léa vers la voiture. Elle s'arrêta sur le seuil, jetant un dernier regard à l'adolescente stupéfaite dans l'embrasure de la porte. Le trajet loin de la banlieue semblait surréaliste, les palmiers défilant derrière les vitres. Le tribunal correctionnel du centre-ville de Nice devint un lieu familier au cours des mois suivants. Les procédures traînèrent en longueur alors que l'équipe de défense de Diane déposait des requêtes,
contestait la chaîne de possession des relevés bancaires et soutenait que les retraits relevaient de la large discrétion du tuteur en vertu de la loi de l'État. Victor et Léa assistèrent à la plupart des sessions, assis dans la galerie publique derrière la table du procureur. David Klein se coordonna avec le procureur de la République, présentant les preuves méthodiquement pour éviter toute apparence d'excès de zèle. Les déclarations liminaires donnèrent le ton. Le procureur décrivit un schéma de détournement systématique, des fonds destinés à un bénéficiaire redirigés vers le luxe personnel et le bénéfice exclusif d'un autre enfant. L'avocat de Diane rétorqua que toutes les dépenses soutenaient le foyer où Léa avait vécu pendant des années, affirmant que tout déséquilibre était involontaire. Les experts bancaires furent les premiers à témoigner. Ils affichèrent des journaux de virements projetés sur un grand écran, mettant en évidence les dépôts du compte de Victor, suivis de sorties rapides vers des fournisseurs sans rapport avec les besoins de Léa. Les paiements de frais de scolarité à l'Institut Fénelon apparurent à plusieurs reprises, tous facturés à Chloé Lemoine. Diane était assise droite sur sa chaise à la table de la défense, l'expression composée. Chloé assista à plusieurs jours d'audience, habillée de manière conservatrice, assise avec un ami de la famille. Quand Chloé fut appelée comme témoin pour la défense, elle se dirigea vers la barre avec une nervosité visible. L'avocat l'interrogea sur la vie à la maison. Maman s'assurait toujours que nous ayons de la nourriture, des vêtements, un endroit où vivre, dit-elle. Elle nous traitait toutes les deux de la même manière. Le procureur la contre-interrogea doucement mais fermement. Il présenta des messages textes imprimés du téléphone de Chloé, récupérés via une réquisition judiciaire, où elle se vantait auprès de ses amis de nouveaux sacs de créateurs ou de voyages à venir tout en dénigrant, dans les mêmes conversations, la garde-robe plus ancienne de Léa. Chloé jeta un coup d'œil à sa mère, puis au jury. Je suppose que maman m'achetait plus de choses parce que je demandais. Je ne pensais pas que c'était mal. L'aveu resta en suspens dans le silence de la salle d'audience. L'avocat de Diane objecta pour non-pertinence, mais le juge l'autorisa. Léa témoigna la semaine suivante. Elle portait une simple robe bleu marine, les cheveux soigneusement tirés en arrière. Sa voix resta égale tout au long. J'ai reçu un soutien de base, de la nourriture, une chambre, le lycée public, dit-elle. Mais les dépenses plus importantes allaient ailleurs. J'ai travaillé à temps partiel à partir de 16 ans pour couvrir les extras. Le procureur l'interrogea sur des années spécifiques. Léa se souvint calmement d'exemples, les leçons privées de Chloé pendant qu'elle prenait le bus, de nouveaux meubles livrés pour la chambre de la plus jeune tandis que la sienne restait la même. Elle n'éleva pas la voix ni ne montra de larmes. Le jury observa sa déposition posée. Victor témoigna brièvement pour confirmer le but de la fiducie, établi uniquement pour la sécurité de Léa après la mort de Françoise. Il reconnut avoir signé de larges pouvoirs de tutelle, mais déclara qu'il s'attendait à ce que le bénéfice principal revienne à sa petite-fille. Diane témoigna en dernier pour la défense. Elle maintint que le fonds soutenait l'ensemble de l'unité familiale, insistant sur le fait que toute disparité reflétait des intérêts différents entre les filles. Je les aimais toutes les deux, dit-elle. L'argent était pour la stabilité. Le contre-interrogatoire s'avéra difficile pour elle. Lorsqu'on lui montra des reçus de bijoux et des réservations de vacances excluant Léa, elle blâma des erreurs de comptabilité ou des cadeaux d'autres sources. Les plaidoiries finales résumèrent des mois de témoignages. Le procureur insista sur l'intention, des choix répétés favorisant un enfant tandis que la bénéficiaire désignée ne recevait qu'un soutien direct minime. L'avocat de Diane plaida pour la compréhension de dynamiques familiales complexes. Le jury délibéra pendant 3 jours. Quand il revint, le président du jury se leva. Nous déclarons l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation d'abus de confiance et de fraude. Diane ne montra aucune réaction extérieure. Chloé, dans la galerie, se couvrit le visage. La sentence fut prononcée des semaines plus tard. Le juge examina les déclarations des victimes, y compris une de Léa, lue par le procureur, qui se concentrait sur les opportunités perdues plutôt que sur la colère. 12 ans d'incarcération, annonça le juge. Restitution intégrale ordonnée. Tous les actifs traçables au fonds détourné de résidence, véhicules, comptes seront saisis et liquidés pour être restitués à la fiducie. Chloé ne fit face à aucune accusation, étant mineure pendant la plupart des transactions. Elle fut qualifiée de bénéficiaire indirecte sans responsabilité pénale. Les services sociaux prirent des dispositions pour qu'elle vive avec une tante maternelle dans le centre de la France, dans un modeste appartement, loin de son ancien luxe.
Victor et Léa quittèrent le palais de justice sous un soleil éclatant. Des journalistes attendaient dehors, mais David les écarta. Dans la voiture, Léa regardait par la fenêtre. C'est fini. Victor hocha la tête. La partie juridique, oui. Elle se tourna vers lui. Je ne ressens pas de victoire. Juste. Du vide. Il tendit la main et lui serra la sienne. C'est normal. La guérison prend plus de temps que n'importe quel procès. Ils retournèrent à Paris ce soir-là. Les actifs saisis reconstruiraient la fiducie avec le temps, mais l'argent semblait secondaire maintenant. La nouvelle vie de Chloé commença tranquillement, pas d'école privée, pas d'allocations extravagantes. La tante lui offrit une structure et l'attente d'un travail à temps partiel. Diane commença sa peine dans un établissement pénitentiaire, condition standard pour les crimes financiers. Léa déballa ses affaires dans la chambre d'amis que Victor avait préparée, simple et confortable. Elle entra pour la première fois dans le spacieux appartement terrasse, valise à la main. Les sols en marbre et les vues panoramiques sur le jardin du Luxembourg semblaient écrasantes. Victor lui montra une suite d'invités, mais elle hésita. « Je ne suis pas prête pour tout cet espace, dit-elle doucement. Pourrais-je commencer dans la plus petite chambre d'amis? Ou même dans le petit salon près de la bibliothèque? » Victor comprit sans poser de questions. Il prépara une chambre d'angle confortable avec un lit de repos et un mobilier simple. Léa déballa ses affaires lentement, plaçant ses quelques biens dans les tiroirs. Les luxes discrets lui semblaient encore étrangers, comme si elle empruntait la vie de quelqu'un d'autre. Elle s'inscrivit dans une université locale dans un programme de travail social, commençant par des cours d'introduction. Les salles de classe remplies de discussions sur les systèmes de soutien communautaire résonnaient profondément en elle. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait au début, absorbant les perspectives sur les dynamiques familiales et la guérison. Victor ne la poussa jamais. Le soir, il partageait des repas préparés par sa gouvernante de longue date. Il parlait de Françoise quand Léa le lui demandait comment elle organisait des collectes de nourriture à l'adolescence, comment elle croyait que de petits actes pouvaient reconstruire la confiance après l'épreuve. J'aurais dû voir les signes plus tôt, admit-il un soir autour d'un thé. Faire confiance au papier plutôt qu'aux gens a été mon erreur. Léa hocha la tête, remuant sa tasse. Nous avons tous les deux fait confiance trop facilement. Ils décidèrent de canaliser les fonds récupérés vers quelque chose de significatif. David aida à créer une modeste fondation portant le nom de Françoise Lefebvre. Son objectif resta limité, des subventions pour le logement d'urgence et du mentorat pour les jeunes adultes déplacés par des catastrophes naturelles. Les premières bourses furent attribuées à des familles de la Côte d'Azur encore en reconstruction. Les demandes arrivaient régulièrement. Léa les examinait le soir, faisant correspondre les besoins avec les ressources disponibles. Voir un impact direct lui donnait un but. Un après-midi, une enveloppe ordinaire arriva par l'intermédiaire du bureau de David. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Chloé. J'ai eu le temps de réfléchir à tout, lisait-on. Je savais que maman me favorisait et je ne l'ai jamais remis en question. Les choses que je t'ai dites te traitant de paresseuse, me moquant de tes vêtements étaient cruelles. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir les reprendre. Léa l'a lu 2 fois en silence. Les mots portaient du regret, mais les souvenirs d'années passées en marge refirent surface aussi. Elle plia la lettre et la plaça dans un tiroir, sans y répondre ni la jeter. Elle ne fit aucun effort pour contacter à nouveau Diane ou Chloé. Visite, lettre, nouvelle aucune ne vint, aucune ne fut recherchée. Diane purgea sa peine dans un établissement à faible sécurité, la routine stricte et les journées longues. D'anciens amis prirent leur distance. Les cercles sociaux se refermèrent autour de la réputation. Chloé s'adapta à une vie ordinaire avec sa tante, lycée public, un travail à temps partiel dans un café local. Le passage du privilège à la normalité s'avéra brutal, mais elle s'adapta sans plainte publique. Les journées de Léa prirent un rythme, cours le matin, service bénévole l'après-midi dans un centre de crise parisien, soirée à étudier ou à examiner les dossiers de la fondation. Victor participait aux réunions du conseil d'administration quand sa santé le permettait, offrant des conseils discrets. La confiance grandit progressivement. Elle accepta la plus grande chambre quand elle fut prête. Ils se promenaient dans le parc, discutant de livres ou d'actualités. Victor partagea plus de photos de vieux albums, Françoise à sa remise de diplôme,
tenant brièvement Léa nouveau-née avant que les complications ne surviennent. Certaines nuits, les doutes refaisaient surface. Léa se demandait si elle pourrait jamais se défaire complètement des années passées à se sentir invisible dans sa propre maison. Des séances de thérapie à l'université l'aidèrent à dénouer les couches. J'apprends que poser des limites n'est pas égoïste, dit-elle à Victor après une séance. Couper le contact ne fait pas de moi une personne sans pardon. Cela me rend protectrice de la paix que j'ai trouvée. Il écouta sans jugement. La fondation se développa lentement. Une deuxième série de subventions soutint des programmes de tutorat pour les adolescents déplacés. Léa prit la parole lors d'un petit événement pour donateurs, la voix posée alors qu'elle expliquait pourquoi un logement stable importait plus que l'argent seul. Debout sur le balcon de l'appartement terrasse par une soirée fraîche, les lumières de la ville scintillant en contrebas, Léa réfléchissait au chemin parcouru. L'argent peut disparaître, dit-elle à voix haute à l'air de la nuit. La confiance peut être brisée par les personnes censées la protéger. Mais ce que personne ne peut enlever, c'est le choix de continuer, de transformer la douleur en quelque chose qui aide les autres. Elle pensa aux familles recevant de l'aide grâce à la fondation, aux étudiants comme elle qui trouvaient une seconde chance. Certaines blessures ne guérissent pas proprement, continua-t-elle doucement. Elles laissent des cicatrices. Mais les cicatrices nous rappellent que nous avons survécu. Et survivre n'est pas la fin. C'est le début de la décision de qui nous devenons ensuite. Victor la rejoignit à la balustrade, un compagnon silencieux. Léa s'appuya contre elle, respirant l'air frais. Le fonds en fiducie avait été restauré par la saisie et la restitution, mais son objectif initial semblait lointain maintenant. Ce qui importait, c'était la vie construite à partir des vestiges, les matins tranquilles avec une vraie famille, le travail qui donnait un sens, la compréhension durement